Plusieurs chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sont arrivés à Yamoussoukro cet après-midi. Ils prendront part au 42e sommet ordinaire de l'organisation sous-régionale avec en toile de fond les crises maliennes et bissau-guinéennes. Elle s'ouvre également demain, cette fois à Abidjan, une réunion des conseils d'administration de la Banque africaine de développement BAD. Avant la rencontre, les administrateurs de la BAD ont visité les sites en réhabilitation devant abriter les locaux du personnel et leurs familles. Et puis au Salon international de l'agriculture, plusieurs éleveurs ou agriculteurs africains exposent leurs produits à Paris, porte de Versailles. Pour l'occasion, un café guinéen, un miel et un poivre du Cameroun IPG ont été présentés et adaptés à des recettes d'un restaurant parisien. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 20h. Il s'ouvre demain au Palais des Congrès de Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, le 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Cet après-midi, on a assisté à un ballet d'arrivée de chefs d'État et de gouvernement qui seront au rendez-vous de ce 42e sommet demain. Au tableau des arrivées, plusieurs chefs d'État, notamment Dioncounda Traoré du Mali, le premier à fouler le sol ivoirien, Serifo Namadjo de la Guinée-Bissau et Blaise Compaoré du Burkina Faso. Tous ces chefs d'État ont été accueillis par leur homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara, qui lui-même est arrivé à Yamoussoukro cet après-midi. À sa descente d'avion, le chef de l'État s'est prononcé sur les enjeux de ce 42e sommet de l'institution sous-régionale. Je vous propose de l'écouter. D'abord, je suis très heureux de revenir à Yamoussoukro. Nous essaierons de venir plus souvent. Et je suis avec Mme Ouattara parce que nous avons la visite prochaine, la visite d'État du président Jonathan Goodluck, qui viendra donc dans quelques jours, le 28, demain d'ailleurs avec Mme Jonathan. Et c'est un sommet qui est important. C'est important, nous allons faire le point sur l'évolution de la situation au Mali, qui, à mon sens, se déroule dans de bonnes conditions, malgré les difficultés. Nous parlerons aussi de la Guinée-Bissau. Il ne faut pas oublier que la Guinée-Bissau traverse un moment difficile. Nous allons insister que la transition en Guinée-Bissau soit enfin reconnue. Nous estimons que cela a trop tardé. Il est urgent que nous puissions donner un peu de souffle au peuple de Guinée-Bissau. Bon, les autres questions à l'ordre du jour, vous savez, c'est une charge. C'est le président de la CEDEAO. Je l'ai accepté parce que mes pairs l'ont souhaité. Et donc, bien entendu, nous verrons comment les choses vont se développer. Voilà, vous venez d'entendre le président Ouattara, président de la CEDEAO, se prononcer sur les enjeux de cette rencontre de haut niveau qui s'ouvre demain. Ses invités se sont eux aussi prononcés. Voici leur réaction. Je pense que nous devons d'abord féliciter le président de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour, bien sûr, la mobilisation qu'il a su faire au niveau de l'Afrique de l'Ouest pour que nous soyons toujours déterminés à écraser les forces terroristes dans notre espace et surtout à pouvoir mobiliser la communauté internationale aussi pour nous accompagner dans ce processus. Et je crois que pour l'instant, la situation est très difficile, mais notre détermination reste forte et nous venons encore pour faire une évaluation de ce qui se passe sur le terrain et voir ensemble qu'est-ce que sur les dimensions militaires et surtout politiques nous pouvons faire pour aider le Mali à se reconstruire politiquement et sur le plan de son intégrité. L'accueil qui nous a été réservé est un accueil tout à fait conforme à l'hospitalité ivoirienne. Nous avons le bonheur et la chance que notre communauté soit dirigée aujourd'hui par le président Alassane Ouattara, qui, depuis qu'il est là, a conduit les affaires avec beaucoup de sagesse et beaucoup d'efficacité. Ça fait déjà un bon moment qu'on ne parle que de la crise malienne. Bien entendu, on va continuer à parler de la crise malienne, mais on va recommencer à parler d'autres choses. Guinée-Bissau est en train de faire un effort pour un dialogue national. Après 9 mois de transition, maintenant c'est encourageant de voir l'implication de tous les acteurs politiques pour trouver un agenda inclusif pour qu'on puisse arriver à l'élection d'une façon paisible. Les pays de la CEDEAO sont en train de se réunir pour
discuter de la situation économique et aussi de la stabilité des pays suite à ce qui s'est passé au Mali. J'espère que ce qu'on va échanger comme propos, je suis chargé de lire une lettre de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu le préserve, que tout ça va être dans l'intérêt de l'Afrique et qu'on prenne nos responsabilités de la façon la plus courageuse qui soit. Cela fait donc 1 an que le président Alassane Ouattara est à la tête de la CEDEAO. Il a conduit de vastes chantiers. Certains sont toujours en cours, notamment la crise malienne et la transition bissau-guinéenne. Les différentes communautés vivantes en Côte d'Ivoire se prononcent sur ce mandat du président ivoirien au micro d'Herman Niamia. Nous, ce qu'on peut dire, en tant que Maliens, on remercie le président Alassane Ouattara, président de la CEDEAO, que Dieu lui donne la force pour aider encore l'espace CEDEAO en Afrique encore. Et sans lui là, j'avoue que le militaire allait s'asseoir au pouvoir. Il essaie de poser des actes assez forts avec bien sûr l'ensemble des autres chefs d'État, notamment avec la crise au Mali. Il s'est impliqué beaucoup dans cette crise-là. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas facile avec les autres collaborateurs, c'est-à-dire les autres chefs d'État, parce qu'on remarque quand même un ralentissement dans l'avènement de la venue de ces troupes-là au Mali. Mais en tant que chef d'État, je pense qu'il s'est beaucoup impliqué dans la résolution de la crise au Mali à la tête de la CEDEAO. Je pense que pour ces 1 an, le bilan est quand même assez acceptable, avec les décisions qui ont été prises concernant les résolutions de la crise au Mali, avec aussi la libre circulation des biens et des personnes sur l'espace CEDEAO. Nous souhaitons que l'intégration se fasse dans tous les secteurs d'activité et qu'il y aura d'autres actions qui seront menées sur le plan économique, le plan éducation et plein d'autres. Vu ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, au Mali et dans les sous-régions, il a joué un grand rôle. On le félicite. Et son mandat qu'il a fait 1 an là, ça a été fait bien avec succès. Et on demande encore qu'il vraiment il n'a qu'à prolonger. C'est un très bon bilan. Mais moi, j'aimerais que l'accent soit beaucoup mis sur l'intégration économique au niveau de la CEDEAO. Dans un autre registre, la famille des 7 Français enlevés le 19 février dernier au Cameroun est apparue pour la première fois hier dans une vidéo postée sur Internet. La vidéo de plus de 3 minutes tournée dans un lieu et à une date inconnue montre la famille entourée d'au moins 3 de ses ravisseurs. La vidéo crée l'émotion en France. Reportage. La vidéo a été postée lundi après-midi sur YouTube. On y voit les 7 otages français. Tanguy Moulin-Fournier, le père, avec sa femme, son frère et devant les 4 enfants, apparemment tous en bonne santé. Dans son message, le père donne l'identité des ravisseurs. Nous avons été arrêtés par Ali Souna Li Dawati Wal Jihad, plus connu sous le nom de Boko Haram. Le groupe islamiste nigérian réclame la libération d'islamistes détenus au Cameroun et au Nigeria et menace de s'en prendre aux otages si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Pour la France, pas question de négocier. On ne négocie pas sur ces bases-là, avec ces groupes-là. Donc nous utiliserons tous les moyens possibles pour assurer la libération des otages, que ce soit ceux-là ou les autres. C'est ce que nous faisons, mais on ne joue pas à ce jeu de surenchère, parce que ça, c'est le terrorisme. La famille d'expatriés a été enlevée il y a tout juste 1 semaine au Cameroun, alors qu'elle quittait en voiture le parc de Ouaza. Elle serait détenue au Nigeria comme d'autres otages, comme le Français Francis Collomb, kidnappé en décembre dernier. Son épouse a été convoquée hier par le directeur du centre de crise du Quai d'Orsay. Elle a reçu une preuve de vie de son mari dans une vidéo prise 10 jours après son enlèvement, mais reçue récemment par les autorités françaises. Je pensais pas avoir des nouvelles de lui, mais là j'ai vu qu'il est un peu fatigué, mais ça va. Ça me rassure qu'il est en vie et espérons avoir d'autres nouvelles. Ansarou, qui détient Francis Collomb, et Boko Haram utilisent les mêmes méthodes. Les autorités françaises restent prudentes et mobilisées pour retrouver rapidement les otages français.
Retour à Abidjan avec ses deux audiences accordées hier par le chef de l'État. À son retour de Soubré, il a reçu le commandant en chef de l'Africom, structure qui coordonne toutes les activités militaires et sécuritaires des États-Unis sur le continent africain. Alassane Ouattara a également échangé avec une délégation officielle de la Russie, comprenant le président directeur général de Lukoil, la plus grande compagnie de pétrole en Russie, nous dit Viviane Haïm. Créé en 2007 par le département américain de la Défense, le commandement des États-Unis pour l'Afrique, l'Africom, coordonne toutes les activités militaires et sécuritaires des États-Unis sur le continent africain. Le général Carter Ham en est le commandant en chef. Dans l'intervention militaire de la France et de la MISMA, la force africaine, contre les djihadistes dans le nord Mali, l'Africom apporte un appui matériel et technique aux forces armées libératrices. Le renforcement de cet appui a été évoqué au cours de l'échange que le président de la République a eu avec le général Carter Ham, mais également d'autres domaines d'action qui requièrent un appui urgent de l'Africom ont aussi été évoqués, notamment la piraterie maritime en augmentation dans le golfe de Guinée. Conduite par le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, la délégation officielle russe comprenait le PDG de la plus grande compagnie russe de pétrole, la Lukoil Overseas Holding, une compagnie qui a entrepris depuis quelques années des opérations d'exploration pétrolière sur la partie du plateau continental ivoirien. Des explorations à fort budget qui vont permettre l'extraction du pétrole au large des côtes ivoiriennes. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères a traduit au président de la République le désir de son pays d'accroître ses relations avec la Côte d'Ivoire. Nous apprécions beaucoup ce que la Côte d'Ivoire fait au niveau de la CEDEAO et nous estimons tous les efforts que la Côte d'Ivoire entreprend à niveau international. On s'est mis d'accord avec Monsieur le Président qu'on va activer en fait le dialogue politique entre nos deux pays. On a pu discuter de plusieurs aspects, notamment des relations politiques, économiques et marchandes qui existent déjà entre nos deux pays. On a parlé aussi des relations existantes entre la Côte d'Ivoire et la Russie au niveau de l'énergie. On a obtenu un soutien absolu de la part de Monsieur le Président. Une forte délégation de la Banque africaine de développement BAD est à Abidjan en vue d'une visite de travail pour préparer le retour de l'institution en Côte d'Ivoire. Elle est conduite par Mohamed Mahroug, administrateur de la Banque pour la Tunisie et le Maroc et le Togo. La délégation a été reçue aujourd'hui par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Les détails avec Alexis Ouetraogo. Retour du siège de la Banque africaine de développement en Côte d'Ivoire, les voyants sont au vert. Une délégation de l'institution est à Abidjan ce mardi au cours de la rencontre avec le chef du gouvernement ivoirien, Mohamed Mahroub, doyen du conseil de la Banque, a dit tout le sens symbolique de cette visite. Elle vient saluer les progrès réalisés à tous les niveaux en Côte d'Ivoire. Mohamed Mahroub a aussi annoncé l'examen de l'exécution de la feuille de route indispensable au retour définitif de l'institution. C'est l'occasion pour nous de faire un premier bilan des discussions qui ont eu lieu la semaine dernière à Tunis concernant la reconstitution du Fonds africain de développement. Une partie du conseil d'administration va faire une visite, une mission de consultation qui nous permet à la fois de revoir la coopération, comment elle se déroule, de voir sur le terrain comment les choses marchent et d'entrevoir, de regarder comment on peut améliorer la coopération entre la banque et la Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, heureux de cette visite, a dit la sérénité de la Côte d'Ivoire. La BAD, a-t-il indiqué, fait un retour chez elle. C'est un signe fort pour la Côte d'Ivoire d'avoir un conseil d'administration qui se tient ici. Le président de la République avait en son temps donné des instructions très claires et très fermes, de manière à ce que les choses se passent dans les meilleures conditions. Je pense que nous avançons. Nous allons faire le point avec les administrateurs, mais aussi avec les équipes techniques, donc la Banque africaine de développement, pour s'assurer que tout se passe conformément au calendrier. La délégation aura durant son séjour un agenda bien chargé, des visites terrain pour se rendre compte de l'avancée des travaux du siège et des logements des agents de l'institution. Elle devra aussi se pencher sur les questions du programme national de développement, entendez PND. Et puis une réunion des conseils d'administration de la Banque africaine de développement BAD se tiendra demain à Abidjan. En marge de la rencontre, des administrateurs de la BAD ont visité dans la journée les sites en réhabilitation
devant abriter les locaux du personnel et leurs familles. Il s'agit de l'immeuble CCIA d'Abidjan Plateau, comme pour le voir sur ces images, le collège Mermoz et le lycée américain de Cocody. Ces administrateurs se disent satisfaits des travaux réalisés à ce jour. Ils estiment toutefois que beaucoup reste à faire. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire est en campagne de vulgarisation de son guichet unique de création d'entreprises, un département créé pour l'amélioration du climat des investissements dans le pays. La campagne a débuté hier et prend fin demain. Le point de la deuxième journée avec Broléon. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPICI, à la rencontre des services économiques des ambassades. C'est toute la dynamique de réduction des coûts et des durées pour encourager les investissements en Côte d'Ivoire qui est expliquée. À titre d'exemple, 1 million de francs CFA contre 5 millions auparavant pour la création d'une société à responsabilité limitée SARL, 85 jours au lieu de 485 pour l'obtention du permis de construire en matière industrielle, 48 heures actuellement pour déclarer son entreprise. C'est très impressionnant parce qu'en tant qu'entreprise étrangère, leur souci majeur, c'est la durée, le coût, parce qu'ils viennent de loin. C'est encourageant. Pourquoi ne pas s'inscrire dedans? Ça facilite les formalités pour les entreprises qui veulent vraiment se conformer à la loi. Nous allons transmettre les messages, c'est pour ça qu'on est là. Cette rencontre avec les membres des représentations diplomatiques, une occasion pour le CPICI de faire le bilan des 2 mois d'activité de son guichet unique. Le guichet unique, depuis le mois de janvier, a accueilli à peu près 2000 visiteurs. Dans tout cela, nous avons pu créer à peu près 200 entreprises. Au niveau de tout ce qui concerne le code des investissements, le dernier comité d'agrément a eu à approuver une trentaine de dossiers qui totalisent à peu près un peu plus de 20 milliards de francs CFA. Réagissant aux insuffisances de communication relevées, le CPICI a annoncé la traduction prochaine de ses outils de vulgarisation du climat des affaires dans d'autres langues officielles comme l'anglais et l'arabe. Il s'agit d'attirer davantage d'opérateurs privés en Côte d'Ivoire pour créer à terme 30 entreprises par jour, objectif du guichet unique dont la moyenne de réalisation est estimée à l'heure actuelle à 10 entreprises par jour. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, par ailleurs présidente fondatrice de Children of Africa, a offert samedi du matériel agricole à des groupements de femmes de Korogo, dans le nord du pays. Elle a aussi fait don de vivres et de non-vivres au centre Sainte-Camille qui reçoit les malades mentaux dans ce département. Les explications de Viviane Haïma. Les adhérentes de l'UCOVISA, l'Union des coopératives du vivrier de la région des Savanes, qui regroupe 12 coopératives et plus de 300 sections, peuvent désormais entrevoir l'avenir sous des auspices plus rassurants grâce à l'important don en matériel agricole que vient de leur offrir la présidente fondatrice de Children of Africa, Mme Dominique Ouattara. Il est composé de 400 arrosoirs, 150 brouettes, 12 égreneuses de maïs, 12 bascules de 200 kg. La représentante de la première dame, Mme Chantal Poiti, qui a remis dans une ambiance de fête samedi sur la place de l'Indépendance à Korogo l'ensemble de ses dons aux femmes de l'UCOVISA, a rappelé l'intérêt que la première dame Dominique Ouattara a toujours manifesté pour aider les femmes à sortir de la pauvreté. Elle leur a transmis le souhait de la première dame que ce matériel agricole puisse véritablement les aider à améliorer leur rendement et permettre ainsi à la région des Savanes et partant à toute la Côte d'Ivoire d'atteindre une autosuffisance alimentaire durable. Au nom de toutes les adhérentes, la présidente du conseil d'administration de l'UCOVISA, Mme Jeanne Sekongo, a remercié du fond du cœur la présidente fondatrice de Children of Africa, Mme Dominique Ouattara, pour le don de ce matériel agricole qui constitue une réelle bouffée d'oxygène pour les productrices de vivriers du district des Savanes, réduites jusque-là à mener leurs activités agricoles sans grands moyens de production. Elle a assuré que l'apport de ce matériel agricole, combiné à la volonté de travail, au courage et à la persévérance à la tâche des agricultrices de la région des Savanes, va donner un bon qualitatif à la production du vivrier dans cette région.
Au nom des autorités administratives, le 3e adjoint au maire de Korogo, Koné Lansina, a remercié à son tour Mme Dominique Ouattara pour ce geste supplémentaire à l'endroit des femmes de Korogo, rappelant que le Fonds d'appui pour les femmes de Côte d'Ivoire, la FAFSI, lancé il y a quelques mois par la Première Dame, a octroyé 100 millions de francs aux femmes du district des Savanes pour les aider à réaliser diverses activités pour leur émancipation. Un magnifique bœuf et un paille ont été offerts par les populations de Korogo à Mme Dominique Ouattara. La délégation de la Fondation Children of Africa s'est rendue dans le village de Nangaseregue, à une vingtaine de kilomètres de Korogo. Elle a offert 106 kits scolaires aux écolières de cette localité. Les émissaires de Mme Dominique Ouattara ont aussi visité les pensionnaires du centre 5 Amis de Korogo, centre qui accueille les malades mentaux stabilisés. Des dons vivres et non-vivres ont été offerts à ce centre pour l'entretien des pensionnaires. Au total, ce sont plus de 40 millions de francs en dons divers que la fondation de Mme Dominique Ouattara vient d'offrir aux populations de Korogo. L'impunité et la justice équitable au cœur d'une rencontre entre des experts nationaux et internationaux des droits de l'homme. Les travaux se sont déroulés à Yamoussoukro en présence du garde des Sceaux, Nyenemba Koulibaly. Ils ont duré 3 jours. Charles Tatou. Déplacer le débat sur la justice du politique vers le droit. C'est l'objectif de cette conférence internationale sur l'impunité et la justice équitable. Conférence qui a réuni à Yamoussoukro experts, juristes nationaux et internationaux, spécialistes des questions des droits de l'homme et responsables de la CDVR. Pour le principal initiateur de la rencontre, Doudou Diène, expert indépendant de l'ONU, l'impunité est à la base de la durée de la crise ivoirienne. Toutefois, il l'attribue à la politique qui, selon lui, brouille le débat sur la justice. Le ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques, Nyenemba Koulibaly, salue l'initiative. La diversité et l'expérience des participants me rassurent déjà dans le sens de la formulation de recommandations réalistes et de résolutions pertinentes susceptibles d'engendrer une dynamique nouvelle en faveur de la lutte contre l'impunité et le renforcement de l'état des droits en Côte d'Ivoire. Notre pays, ouvert à la critique et aux appuis des experts internationaux et nationaux, ne peut que saluer ce genre d'initiative. 3 jours durant, des expériences croisées en matière de lutte contre l'impunité et les leçons apprises dans les pays sortant des conflits en Afrique ont marqué les travaux de cette rencontre. Elles ont permis aux participants d'identifier les manifestations de l'impunité en Côte d'Ivoire. Il est très important de centrer toute la lutte contre l'impunité sur la situation des victimes. Ce sont les victimes qui doivent être le paramètre central par rapport auquel il faut construire l'impunité. Par rapport aux conclusions, je crois qu'il y a vraiment des points communs qui se dégagent de cette réunion et qui peuvent permettre d'envisager l'avenir avec un certain optimisme. Les participants ont également trouvé des réponses juridiques à recommander au gouvernement ivoirien. Le nouveau goût du tourisme, tel est le thème de la 3e édition du Salon international du tourisme CITA 2013. Des innovations majeures sont attendues pour cette édition, notamment l'attraction des chimpanzés de la forêt de Taï. Les explications de Patricia Omouetia. Le Salon international du tourisme d'Abidjan CITA 2013 va réunir dans un même espace les différents acteurs de l'industrie touristique. Le commissaire général du CITA met l'accent sur les innovations de l'édition 2013. C'est vraiment un phénomène exceptionnel que nous avons dans le monde entier, des chimpanzés qui utilisent des outils pour casser les noix. Avec le CITA 2013, c'est l'occasion de montrer ces animaux et les nombreuses potentialités de la forêt de Taï dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Pour le commissaire général du Salon international du tourisme d'Abidjan, Marc Vicens, la Côte d'Ivoire, à l'instar des chimpanzés de Taï, regorge de nombreuses potentialités touristiques
qui attendent d'être découvertes. Hier lundi, c'était la journée ivoirienne au Salon de l'agriculture de Paris, occasion de faire apprécier la production agricole, animale et halieutique et les mets obtenus à partir de certains produits ivoiriens. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani en a aussi profité pour expliquer les efforts du gouvernement en vue de rendre plus performante l'agriculture, les ressources animales et halieutiques de la Côte d'Ivoire. Les explications du Gervais Blé. Son 3e jour au Salon de l'agriculture, la Côte d'Ivoire l'a marqué d'une façon spéciale. Journée ivoirienne, journée de découverte de la production agricole, animale et halieutique du pays. Découverte en présence du ministre des Ressources animales et halieutiques, accompagné de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Charles Gomis. Le ministre Kwasi Adjoumani a tenu à faire de ce temps de partage un succès. Et le succès était au rendez-vous, apprécié par les visiteurs du centre Côte d'Ivoire, le café, la liqueur de cacao, également apprécié la loco, la tické ou le riz, accompagné d'escargots ou de poissons. J'ai découvert une chose, c'est qu'avec le cacao, non seulement on peut faire du chocolat à déguster ou à croquer, mais on peut faire également des bonnes liqueurs. Et le gingembre. Je connaissais le gingembre dans la cuisine, mais je ne connaissais pas le gingembre dans l'apéritif. C'est magnifique. Je connais le riz comme ça, mais à la façon Côte d'Ivoire, c'est la première fois. C'est très très bon. Prochaine destination Côte d'Ivoire. Vraiment super. Même la musique, tout. Invité de Agri TV émettant sur les sites et en large diffusion, le ministre des Ressources animales et halieutiques a mis en exergue les efforts du gouvernement, efforts pour une plus grande performance des secteurs de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques en Côte d'Ivoire. Nous entendons vraiment mettre toutes les bouchées doubles. Cette journée ivoirienne, le ministre Kwasi Adjoumani l'a mise à profit pour renforcer les liens entre la Côte d'Ivoire et les pays africains. Des échanges ont marqué sa visite sur leurs différents stands au 50e Salon de l'agriculture à Paris. Et puis à l'occasion de ce Salon international de l'agriculture toujours, plusieurs éleveurs ou agriculteurs africains viennent exposer leurs produits à Paris, porte de Versailles. Et pour la première fois, 3 produits seront particulièrement valorisés à ce salon grâce à leur appellation IGP, indication géographique protégée, une sorte d'appellation d'origine contrôlée AOC qui permet aux producteurs africains de valoriser et en même temps protéger leurs produits de la contrefaçon. Regardez. Coton, beurre de karité, mangue, les produits de l'agriculture et de la gastronomie africaine s'exposent à Paris au Salon de l'agriculture, espérant séduire les consommateurs européens et s'ouvrir de nouveaux marchés. C'est déjà le cas du jus de bissap qui a fait son apparition dans les supermarchés suisses et français. C'est également le cas du poivre blanc de Penja, du miel d'Oku et du café Ziama, premier produit du terroir africain à avoir obtenu une appellation contrôlée. Une reconnaissance et une distinction pour ces produits d'exception qui ont dû répondre à un cahier des charges exigeant afin d'obtenir ce label appelé indication géographique protégée. Quand je prends le café du Ziama, c'est un café perdu, c'est seulement quelques opérateurs qui savaient que c'était du bon café. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient ce café-là, ils le payaient au même prix que les autres, ils le mélangeaient et le paysan restait dans son coin, il ne gagnait rien. Alors, vous voyez, donc avec ces systèmes d'indication géographique, ça va nous permettre d'aider sérieusement les producteurs et aussi de créer de la valeur, de créer de l'emploi. Si le miel blanc d'Oku n'est guère connu en dehors des pentes volcaniques du mont Cameroun où il est récolté, le poivre de Penja est lui déjà prisé par les grands restaurants du monde entier. Le poivre planté à Penja s'exprime d'une manière extraordinaire dans les assiettes. Bon, moi par exemple, je ne peux pas manger sans le poivre de Penja. Donc j'imagine que c'est le même effet que ça fait aux grands cuisiniers. Nos efforts pour atteindre un haut standard de qualité nous permettra d'augmenter nos prix. Atteindre cette indication géographique protégée, c'est l'assurance de valoriser nos produits, de les rendre plus visibles et d'obtenir une meilleure rémunération. D'autres produits du terroir devraient ainsi obtenir ce nouveau label promu par l'organisme africain de la propriété intellectuelle, s'assurant ainsi des débouchés plus durables pour les petits producteurs. Avant de refermer les portes de cette édition, rappelons l'information principale de ce mardi. L'ouverture demain au Palais des Congrès de Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, du 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Cet après-midi déjà, on a assisté à un ballet d'arrivée des chefs d'État et de gouvernement,
comme vous pouvez le voir sur ces images, qui seront au rendez-vous de ce 42e sommet demain. Au tableau des arrivées, plusieurs chefs d'État, notamment Dioncounda Traoré du Mali, le premier à fouler le sol ivoirien, Sérifo Manuel Namadjo de la Guinée-Bissau et Blaise Compaoré du Burkina Faso, entre autres. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 20 h. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.